Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, désolé, je ne suis pas au studio, donc nous allons faire avec les conditions de tournage du jour. Nous allons parler du vol Air France 011 du 5 avril 2022, le Fox Golf Sierra Québec Juliette, qui a fait une remise des gaz, qui a été extrêmement médiatisée, peut-être trop. L'un des 5 vols Air France qui arrivent tous les jours de New York, quand dans le cockpit, les alarmes retentissent. Il y a eu une enquête du bureau enquête analyse, le fameux BEA, les enquêteurs professionnels. Ils viennent de sortir un communiqué de presse le mercredi 27 avril en fin de journée. Ce n'est pas encore le compte-rendu définitif, néanmoins nous avons accès à tout le déroulé du vol. Et spoiler alert comme on dit, l'avion, le Boeing 777-300ER, allait et fonctionnait très bien. Nous regardons tout ça juste après le jingle. Alors, comment articuler cette petite pré-analyse à chaud? Dans un premier temps, je vais vous parler de la culture juste, qui est la culture utilisée dans l'aviation de manière générale, encore plus en Occident. Dans un deuxième temps, du danger d'une certaine surmédiatisation de l'aérien et surtout du souci à être enregistré, écouté en permanence en tant que pilote et le lien direct avec la crédibilité professionnelle. Ensuite, nous allons regarder dans le détail les faits, puis nous finirons sur une note un peu plus légère. Laurence n'est pas avec moi aujourd'hui pour le tournage, mais elle nous prépare une petite pastille sur notre compagnie nationale Air France. Alors la culture juste, qu'est-ce que c'est? C'est un concept vraiment qui est sorti en 1997 par Monsieur Rizon, qui est une grande personne. Je ne vais pas vous faire tout son pédigré aujourd'hui, on en parlera dans le futur, mais qui a été intellectualisé. Et l'idée, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est quand il y a un événement, ce n'est pas de se dire la faute à qui, mais de se dire qu'est-ce qu'il s'est passé, afin de pouvoir débriefer, afin de pouvoir apprendre et faire progresser l'ensemble de l'industrie, l'ensemble de la communauté. Donc l'idée, c'est qu'il ne vous arrivera rien d'un point de vue professionnel, vous ne serez pas réprimandé si vous n'avez pas fait de négligence ou si vous n'avez pas fait de violation. Donc si c'est une erreur, eh bien l'erreur est humaine, cela arrive, nous faisons tous des erreurs pendant les vols. Le tout, eh bien, c'est d'apprendre de ces erreurs, éventuellement modifier les process et comprendre ce qui s'est passé. Donc il y a différents créneaux en fait qui vont être regardés. Dans un premier temps, on se pose la question, est-ce qu'il y avait des intentions malveillantes de la part de l'équipage? Pas d'intention malveillante, on passe à l'étape d'après. Est-ce qu'il y avait usage de substances non autorisées? Est-ce que les pilotes étaient alcoolisés? Est-ce qu'ils ont fumé des choses qu'il ne faut pas fumer? Non, on avance dans l'étape d'après. Est-ce qu'il y a une violation délibérée des procédures d'exploitation? Pas de violation délibérée des procédures d'exploitation, nous passons à l'étape d'après. Test de substitution. Est-ce qu'un autre équipage de la même compagnie, mis dans la même situation, aurait agi de la même manière? Rappelez-vous le film Sully, il y a d'autres équipages mis en simulateur pour essayer de recréer les événements. Là, c'est très dur puisque souvent ils savent un petit peu ce qui s'est passé. J'ai énormément de mal à croire que vous n'ayez toujours pas tenu compte du facteur humain. Ces pilotes ne se comportaient pas du tout comme des êtres humains, comme des pilotes qui expérimenteraient ça pour la toute première fois. Donc, il faut réussir à faire la part des choses, mais est-ce qu'un autre équipage aurait abouti aux mêmes actions? Et là, on va pouvoir se poser la question, négligence, oui ou non, lacune de formation, lacune au niveau de la sélection ou au niveau de l'expérience, est-ce que c'est attribuable au pilote ou est-ce que c'est attribuable au système? Et ensuite, nous allons regarder plus en détail l'équipage. Est-ce qu'il y a des antécédents d'actes ou de matière, d'actes à risque au niveau de cet équipage? Oui, non. Est-ce qu'il faut peut-être plus les entraîner ou leur faire des formations différentes? Donc vous voyez, l'objectif, c'est pas de sortir la sulfateuse et d'avoiner le pilote en disant c'est toi le commandant de bord, c'est toi le responsable, t'as signé pour l'avion, on va te massacrer. C'est de passer à la moulinette, mais étape après
étape d'analyser les faits afin de bien comprendre ce qui s'est passé. Est-ce qu'un autre équipage aurait eu la même réaction et faire progresser le groupe? Et cela amène en fait les équipages à ne pas avoir peur en permanence, à ne pas chercher à cacher d'éventuelles erreurs qui peuvent avoir lieu. Donc tout ça, c'est fait avec un seul objectif en tête, votre sécurité en tant que passager, et la mienne aussi quand je suis passager, c'est important. Donc maintenant que l'on parle de la même chose, cette fameuse culture juste, que vous comprenez que l'objectif c'est pas de tirer la vue sur les équipages, le BEA, Bureau Enquête Analyse, a le même état d'esprit, ils sont pas là pour envoyer le pilote en prison, absolument pas. Il y a néanmoins, eh bien j'ai envie de dire, le tribunal public. Et ça c'est quelque chose d'assez nouveau à cause des enregistrements que l'on a en permanence de tout ce qui se passe avec ATC Live, toutes ces choses-là. Si vous regardez même le droit, normalement, on n'est pas censé partager. Pour ça, je le ferai pas sur cette vidéo, par principe. Les communications, il faut pas les enregistrer tout n'importe comment. C'est régi par des textes. Alors, il y a assez de textes comme ça, de manière générale. On va pas s'embêter avec ça là, sur la chaîne. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le fait que, en temps réel, tout le monde voit ce qui se passe avec l'activité avec Flight Radar 24, avec les transpondeurs, en temps réel, tout le monde a les communication, eh bien rapidement, dès qu'il se passe quelque chose de non standard, ça monte dans les tours. Vous avez peut-être remarqué, quand il y a eu l'histoire d'Air France 011, vous avez été nombreux à me solliciter. J'estimais ne pas avoir les informations nécessaires pour pouvoir traiter le sujet. Personnellement, je n'ai pas pris le micro. Je me suis pas exprimé sur le sujet parce que voilà, là on va attaquer le sujet de la crédibilité professionnelle. Alors, est-ce que vous êtes déjà posé la question de qu'est-ce qui impacte votre crédibilité professionnelle au quotidien? Tous les matins, vous arrivez au travail, votre crédibilité professionnelle, elle va évoluer. Et elle va être impactée par la qualité de vos décisions et par la qualité de vos interactions avec les personnes. Et c'est pour ça que l'on apprend aux élèves pilotes à réfléchir avant de parler. Pourquoi est-ce qu'il faut réfléchir avant d'appuyer sur le bouton? Eh bien, tout simplement parce que tout ce qui sort de l'avion va jouer sur votre crédibilité et votre professionnalisme et in fine sur la sécurité des vols. Si vous avez un commandant de bord qui est complètement en sueur, déchaîné, ça va pas, il donne l'impression de pas maîtriser, déjà, eh bien, la panique a tendance à être contagieuse, ce n'est pas bon, mais il ne montre pas du tout qu'il maîtrise son environnement, il ne montre pas du tout qu'il maîtrise la situation. Vous voulez, en tant que commandant de bord, essayer au maximum de maîtriser la situation. Et si vous ne maîtrisez pas ce qui se passe, vous êtes formé à prendre du recul, à regarder le temps, à redéfinir une nouvelle timeline et reprendre l'avantage, vous remettre devant l'avion, rechercher à maîtriser ce qui se passe. Et la problématique, si vous voulez mon avis, surtout en tant que grand utilisateur des réseaux sociaux, et merci à vous, on est 166 000 aujourd'hui sur la chaîne, c'est que la problématique, tout le buzz, le bad buzz qui est sorti d'Air France 011, parce que des remises des gaz, il y en a souvent, c'est dû à la communication qu'a fait le commandant de bord. Et là, je vais vous citer la tribune. La phrase choc a fait grand bruit. La phrase choc, qu'est-ce que c'est? Je cite, on a remis les gaz, donc, problème de commande de vol, l'avion a fait à peu près n'importe quoi. L'avion a fait à peu près n'importe quoi. Et donc, quand vous envoyez cette information, qu'elle est captée par des personnes, et vous avez le droit d'écouter les informations, forcément, ça va sortir. Et dans le monde exponentiel dans lequel on vit actuellement, ça va partir et ça va prendre des proportions absolument monstrueuses. Donc, la vraie problématique, je pense, d'un point de vue médiatique sur cette histoire, c'est ce non-contrôle de l'information de la part de l'équipage, alors qu'il y a aucune raison de se justifier en tant qu'équipage pour avoir remis les gaz. Et c'est cette petite phrase, malheureusement, qui a créé tout ce bad buzz. Très bien. Nous avons parlé de la culture juste. Nous avons parlé du danger d'avoir toutes vos communications écoutées en permanence et de l'importance de se dire qu'est-ce qui sort de mon avion d'un point de vue professionnel, quel impact ça pourrait avoir auprès d'oreilles qui ne sont pas, on va dire, habitués à la culture juste ou acculturés à la culture juste. Maintenant, nous allons regarder le communiqué de presse du Bureau Enquête Analyse. Et il s'agit donc du mardi 5 avril, ce fameux 777. Je ne vais pas vous parler du Boeing 777, un bimoteur surpuissant, un avion qui a fait ses preuves, un avion qui fonctionne bien, un avion qui est apprécié des équipages, des réacteurs absolument monstrueux. Je vous rappelle qu'un bimoteur, c'est un monomoteur qui a de la redondance, parce que si à la vitesse proche du décollage, il perd un réacteur, il peut continuer à décoller et à grimper
même à la masse maximum. Donc c'est vraiment des avions qui sont très très puissants. Vous avez 177 personnes à bord. Vous remarquerez qu'il n'est pas rempli l'avion, hein. Le taux de remplissage, c'est quand même pas terrible. 15 membres d'équipage, 2 PNT, ça veut dire qu'il y a un commandant de bord, un copilote, PNT, personnel navigant technique. Pas de troisième homme, c'est normal, le vol est court, vous allez voir, on est vite revenu d'Amérique du Nord. Et vous avez quand même 13 PNC, personnel navigant commerciaux, donc qui s'occupent de la sécurité à l'arrière et des passagers. Décollage à 1h16 UTC, donc vous doutez bien que d'un point de vue rythme circadien, c'est la pire heure où commencer votre journée de travail, c'est l'heure à laquelle votre organisme il a qu'une envie, c'est dormir. Je vous rappelle que si le décollage est à 1h16 UTC, l'équipage a commencé à travailler quelques heures avant, en amont. Le commandant de bord est en place gauche, ce qui est normal dans un avion, et il est PM. PM, c'est Pilot Monitoring. Il monitore, anciennement appelé Pilot Non-Flying. J'en parle d'ailleurs dans le livre, au-delà du cockpit. Quand on disait Pilot Non-Flying, ça avait tendance, surtout si vous êtes copilote, à vous retirer un petit peu du sens de la mission. C'est pour ça que maintenant on dit Pilot Monitoring. Vous avez une fonction importante, vous surveillez ce qui se passe. Votre rôle, votre devoir est de prendre du recul par rapport aux événements. Donc c'est le copilote, PF, Pilot Flying, qui va piloter l'avion, qui va gérer les automatismes, qui va appeler les checklists, qui va, comme on dit en Amérique du Nord, runner le show, faire avancer le vol, et qui va être le leader en fait du vol. S'il se passe des choses graves, le commandant de bord va prendre des décisions, mais si c'est un vol de routine standard, c'est le vol en fait du copilote, là, du Pilot Flying, c'est lui qui va tout gérer, assisté par le commandant de bord. Donc lorsqu'ils arrivent sur Charles de Gaulle, face à l'ouest, classique, la piste 26 gauche, ils vont faire un ILS qui permet de suivre des indications avec le localizer et le glide. Localizer trop à gauche, trop à droite, le glide trop bas. Ils vont piloter ça. Et les conditions météo, elles sont IFR, Instrument Flight Rules. Il fait pas super beau. Vous avez du vent 230 pour 8 nœuds, donc ça veut dire que par rapport à la piste, hop, si vous êtes au 230 et la piste est au 260, ça fait 30 degrés gauche. 30 degrés gauche pour 8 nœuds, 16 km/h, ça va vous donner peut-être 2 degrés de dérive à peu près. La visibilité, c'est 3 km, donc c'est bien mais pas top. Pour voler à vue, c'est 5 km, c'est largement suffisant, mais ce qui est un peu plus gênant aujourd'hui, plafond de nuages à 300 pieds, 100 mètres d'altitude, donc vous allez voir assez tard et assez proche des minima la piste, mais voilà, rien d'extraordinaire, faut être franc. Une température à 9 degrés, une pression standard, vraiment rien d'exceptionnel, il fait pas beau, mais ça reste largement dans les clous, c'est pas une approche hors du commun. Ils sont bien établis sur l'ILS, à 7h49, ils sont autorisés à l'atterrissage. Ça veut donc dire qu'ils vont avoir le droit de se poser, ils finissent de configurer l'avion, ils sélectionnent 140 nœuds, qui est une vitesse classique, à peu près 260 km/h. Ils font la checklist atterrissage, c'est important de faire la checklist atterrissage, que tout soit bien fait, on vérifie le train, les lumières, tout est bon. Et à 7h50 et 20 secondes, alors qu'ils sont à 1670 pieds QNH, donc par rapport au niveau moyen de la mer, ce qui fait à peu près 1350 pieds par rapport au seuil de piste, et bien là, le pilot flying, le copilote, qui a travaillé toute la nuit et qui est arrivé la veille ou l'avant-veille de France, il passe en manuel. Donc il déconnecte l'autopilote. Déconnectant l'autopilote, il gère la trajectoire de l'avion. Néanmoins, il laisse l'autothrottle, manette des gaz automatique pour gérer les 140 nœuds, ce qui est classique, et le directeur de vol, le flight director, qui va l'aider à bien gérer sa trajectoire pour bien suivre l'ILS. Absolument normal. Néanmoins, petite note, si vous désirez prendre l'avion en manuel, il y a différentes écoles. L'école un peu old school, à laquelle moi j'ai été biberonné, c'est il vaut mieux prendre l'avion en la main assez tôt, parce que ça vous permet de sentir les conditions, ça vous permet de sentir l'avion, et plus vous vous rapprochez de la piste, plus le pilotage est fin. Quand vous êtes loin, l'ILS, c'est une sorte d'arc, de cône, eh bien, il n'est pas très sensible. Exactement comme l'appontage. À l'appontage, au début, quand vous êtes à 18 secondes du posé, les corrections peuvent être plus grandes pour avoir vos indicateurs bien centrés. Quand vous vous rapprochez, c'est quelques centimètres de correction, c'est très fin. Donc, plus vous vous rapprochez de la piste, plus il faut être fin. Donc, si vous voulez piloter l'avion manuel, il vaut mieux commencer d'assez loin, sentir les conditions, sentir l'avion, se chauffer et se rapprocher. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée, avec 300 pieds de plafond, après avoir volé toute la nuit, de prendre l'avion en manuel? Rien ne l'interdit, et j'insiste dessus, rien ne l'interdit. Personnellement, je suis pas fan. C'est un avis personnel.
Les automatismes sont là, des fois il faut savoir les utiliser. Je n'étais pas dans le cockpit, je ne juge absolument pas. Vous voulez prendre l'avion à la main, généralement, voilà, le bon sens voudrait autant commencer assez tôt, prendre l'avion, s'échauffer. S'échauffer, c'est justement un petit peu ce que va faire le pilote. Et là, c'est très intéressant. Regardez. On voit qu'au début, il est à pilotage à la main, manette des gaz gérée automatiquement, ce qui réduit la charge de travail, il suit le flight director, la checklist est faite, c'est parfait. Là, il semblerait qu'il ait voulu attendre que la checklist atterrissage soit faite pour le prendre à la main. Il semblerait, j'ai mis une supposition. Il applique des commandes pendant à peu près 15 secondes. Pendant à peu près 15 secondes, là, il va piloter l'avion et il va faire des gestes assez faibles de l'ordre maximum de 2 degrés. On a un peu sur 2 degrés max, donc c'est très faible pendant 15 secondes. Et voilà, il cherche un petit peu ses marques, je pense. Pendant les 10 secondes, c'est moins fort. Donc vous voyez, vous avez 15 secondes où il cherche un peu ses marques. 10 secondes après, c'est moins fort. Et là, il commence à se passer quelque chose. Donc là, le copilote agit ensuite sur des commandes de tangage, profondeur, et roulis, le côté, avec une fréquence plus importante et une amplitude toujours faible. L'avion, il suit les ordres, donc jusque-là, tout va bien, l'avion obéit bien. Le roulis étant à moins de 3 degrés de gauche à droite. Et là, ça fait 1 minute même pas qu'il l'a au manuel, le copilote exprime son étonnement concernant l'inclinaison de l'avion. Son cerveau, sa compréhension, sa représentation de la situation, ce qu'on appelle la situation awareness, ne comprend pas entre les actions qu'il fait et la position qu'il voit sur ses instruments. Ça peut être dû à plein de choses. Un souci mécanique, le volant qui serait pas droit, alors on appelle ça un yoke en anglais, ou des illusions sensorielles. Les illusions sensorielles, je vous renvoie vers la vidéo du crash de Rafale de l'armée de l'air. Les illusions sensorielles, cela peut malheureusement tuer. Et ça arrive souvent quand on est dans un nuage et ou fatigué. Donc à ce moment-là, il dit qu'il est étonné, je n'ai pas la phraséo directe, on le saura dans le compte-rendu final. Les actions de roulis sont amplifiées, donc c'est de plus en plus fort. Et la position moyenne du volant, et là c'est très intéressant, 6 degrés gauche. Donc il ne comprend plus trop ce qui se passe. Il a le volant en moyenne à 6 degrés gauche, c'est sa nouvelle position médiane, et il se bouge en gros le volant autour de ces 6 degrés gauche. Qu'est-ce que l'avion va faire? Partir à gauche. L'avion va partir à gauche, c'est normal. Vous avez normalement un neutre qui est à 0 degré. Si votre neutre maintenant que vous utilisez c'est 6 degrés gauche, l'avion il va s'incliner, il va continuer à gauche de plus en plus. Donc l'avion fait quoi? Il vire à gauche avec une faible inclinaison. Le commandant de bord, il exprime sa surprise sur la trajectoire. Ensuite, l'information suivante que nous donne le BEA, c'est que quelques secondes après, 6 secondes après, l'avion il est à 1115 pieds, incliné à gauche à 7 degrés, ce qui est assez logique si la position moyenne du volant est à 6. Le volant orienté à gauche à 16 degrés, donc forte correction du mauvais côté, très important. On n'est pas sur un volant orienté à droite, encore plus à gauche. Ça part de plus en plus à gauche, ça incline à gauche, et là on va de plus en plus à gauche. Et là, l'équipage remet les gaz. Et là, je voudrais vous rappeler 2 choses. En 1, la culture juste. En 2, c'est beaucoup plus facile assis que dans un avion, après avoir passé la nuit au-dessus de l'Atlantique. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant leur vol et tout. Et le 3e point, ils ont remis les gaz à au-dessus de 1100 pieds, ce qui est l'excellente décision qu'il fallait prendre. Vous ne comprenez pas, vous ne maîtrisez pas, vous n'êtes pas satisfait avec la représentation mentale que vous avez de la situation. Pouf, manette des gaz en avant, remise des gaz. 2 types de remise des gaz sur 777. Et nous avons déjà parlé du danger de la remise des gaz sur cette chaîne. La remise des gaz dans un premier cas, eh bien, vous partez sur de la remise des gaz en fait douce, 2000 pieds vario. C'est pour éviter qu'un avion surpuissant, léger en fin de vol, il remonte à fond. Surtout si vous êtes assez haut comme là, 1100 pieds. Il faut remonter à 3000 pieds par exemple. Vous allez vite y remonter si vous prenez toute la poussée. Donc une remise des gaz souple. Or, la remise de gaz, elle se passe pas comme il faudrait. C'est-à-dire qu'on avait le volant qui était à 16 degrés, avec un avion incliné, et là, la seconde d'après, on a le volant à 27 degrés à gauche. 27 degrés, c'est énorme. Qu'en fait, on a une action pilote qui est hop, 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 et là, on est comme ça, avec un avion en remise des gaz, avec la puissance qui est en train de remonter. Une seconde après, le roulis atteint un maximum de 15 degrés gauche, et l'assiette est 12 degrés à cabrer. Donc ça part vers le néo, 12 degrés cabré en remise des gaz, voilà, ça paraît initialement dans la bonne direction, et puis on calme un petit peu le roulis, mais toujours du roulis à gauche. Là, le commandant de bord, pas de monitoring, il annonce, il part à gauche. Il, c'est l'avion. En anglais, on dit she, d'ailleurs, pour un navire ou un bateau, c'est elle. Elle part à gauche. Les commandes de tangage sont ensuite désynchronisées pendant 14 secondes. Et c'est là qu'on a le learning point, la raison pour laquelle je fais cette vidéo alors que le compte-rendu final n'est pas sorti. Nous avons
le commandant de bord et le copilote en même temps qui touchent au volant. Ça vous rappelle forcément Rio-Paris, que je n'ai pas traité encore pour le moment sur la chaîne. Je ne sais pas si je le traiterai un jour. Vous aviez les deux copilotes aux commandes, un qui tirait sur le manche et l'autre, par moment, qui poussait sur le manche. Pas une situation d'avenir. La grosse particularité du 737, donc sur un Airbus, on ne verrait même pas la position de l'autre. Du 777, pas du 737, eh bien, c'est qu'il y a un système qui permet en fait d'aller de surpasser un éventuel blocage de commande de vol, que ce soit pour le tangage ou que ce soit pour le roulis. Donc vous pouvez forcer musculairement, et là la problématique c'est que vous avez des commandes différentes des deux côtés. On le voit très bien d'ailleurs sur les graphes là du bureau enquête analyse, et c'est ce que nous raconte le compte rendu là derrière. Eh bien c'est que d'un côté vous avez un commandant de bord qui a tendance un peu à pousser, alors que de l'autre côté vous avez le copilote qui tire encore plus. Donc le commandant de bord, pourquoi il pousserait? Parce qu'il trouve que le nez va trop haut, ce qui pourrait également expliquer les faibles vitesses sol qu'on a observées sur Flight Radar. Et d'un autre côté, vous avez le copilote, lui, qui veut à tout prix lever le nez. Également, deux désynchronisation en roulis. C'est-à-dire que sûrement le copilote a tendance à vouloir aller d'un côté, le commandant de bord de l'autre. Nouvel appui 4 secondes après sur la palette de remise des gaz, qui est encore une fois une très bonne décision. Ça se passe pas comme prévu la remise des gaz. On prend toute la puissance que les réacteurs veulent bien nous donner. Je vous rappelle qu'avec des gros réacteurs, vous avez un peu d'inertie. Donc, excellent. Après, par contre, à 23 secondes, l'assiette atteint un maximum de 24 degrés néo. Ça commence à faire beaucoup. Navette spatiale, surtout si vous partez de 1100 pieds. Ce qui peut expliquer la volonté du commandant de bord un peu de pousser. Donc, moi, ça m'est arrivé personnellement sur un simulateur 777, une remise des gaz au simulateur. C'était mon commandant de bord qui a énormément tiré sur le manche. Il arrivait de l'Airbus. Et moi, j'étais copilote à côté et j'ai mis mes mains sur le manche, juste en sécurité comme ça. Et je regardais, je disais pousse, 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 et je ne touchais pas. Je regardais aussi du coin de l'œil l'instructeur derrière. Et là, vous dites, j'y vais dedans, je vais pas dedans. Et là, pourquoi c'est très intéressant? Parce que j'étais copilote. J'étais copilote, le commandant de bord était pilot flying, c'est lui qui commande. Moi, je suis là, pour l'instant, on est encore vivant, ça me va. C'était encore, ça m'allait. Si c'était avait été pire, j'aurais commencé à reprendre les commandes. Mais comment est-ce qu'on reprend les commandes? On reprend les commandes en l'annonçant. Il est extrêmement important dans un avion de savoir qui pilote. C'est extrêmement important. Il y a des cas en Cap 10, en avion de voltige, d'avions qui se sont écrasés avec un manche à tirer, un manche à pousser. Et c'est tellement important, vous allez voir, je sors pas ça du chapeau, ça c'est un challenge coin de mon entreprise. Si on fait de la formation professionnelle ensemble, si on fait un workshop ensemble, si ça se passe bien, je vous serrerai la main, c'est une tradition qui nous vient des coins militaires, et je vous donnerai ça, c'est un souvenir, mais là où je veux insister, c'est là. De l'autre côté, il y a un message, et donc c'est un casque de pilote, c'est mon casque de pilote, et il y a marqué « Your Aircraft ». Pourquoi on a mis ça? Parce que c'est la notion de responsabilité, on vous transfère la responsabilité, vous êtes maintenant votre propre commandant de bord. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est « Your Aircraft », c'est ce que l'on dit quand on transfère la responsabilité des commandes. Le copilote est pilot flying, c'est lui qui commande l'avion, qui touche le manche. Le commandant de bord n'a pas à y toucher. Est-ce un privilège du commandant de bord de reprendre les commandes? Absolument. Il doit l'annoncer. J'ai les commandes. À quoi le copilote annonce? Tu as les commandes. Très clair, ce qu'on appelle un positive under. Pouf, changement de commande. Énoncé en permanence, qui contrôle l'avion. Et ce n'est pas quelque chose qui ressort vraiment du bureau. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo longue. J'insiste dessus. Vous emmenez des passagers dans votre DR400. Vous faites un vol en ULM. Vous êtes même pilote de ligne et ça vous fait un petit refresher. Mais c'est Your Aircraft, qui pilote l'avion, qui a la casquette de leader, qui a la casquette de follower, qui est PM, qui est PF. Et là, dans l'analyse, ce n'est pas clair. Je m'explique. 7 minutes 51, 25 secondes. Le copilote annonce positive climb et rentre le train d'atterrissage. L'action de rentrer le train d'atterrissage est l'action du pilot monitoring. En tant que pilot flying, vous n'avez pas à toucher ce train d'atterrissage. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a un changement et vous vous retrouvez avec le copilote qui fait le rôle de pilot monitoring. Il y a l'alarme qui sonne, mais ça c'est normal avec la configuration. Et là, ça continue. Les deux pilotes continuent d'agir simultanément sur les commandes. C'est comme dans une entreprise, c'est comme dans une voiture, c'est comme dans la vie de manière générale. Les rôles se doivent d'être clairement définis. Dans nos textes, ils le sont.
En théorie, ils le sont. Assis dans ce siège, c'est facile. Dans un avion, c'est plus compliqué. Des professionnels de haute valeur, vous n'arrivez pas sur 777 par hasard chez Air France, se sont fait apparemment avoir. Culture juste. Pourquoi est-ce arrivé? L'enquête nous le dira. Il faut donc en parler, y réfléchir. Et qu'est-ce que l'on sait sur la suite? Eh bien derrière que le commandant de bord, au bout de 50 secondes, il agit seul sur les commandes. Ils finissent la checklist de remise des gaz. Et ensuite derrière, très intéressant, le copilote repasse pilot flying. Donc il y a un moment, voilà, ça a flotté, tout le monde a travaillé en même temps. Charge de travail qui a augmenté d'un coup, ils n'ont pas maîtrisé ce qui s'est passé. Ils ont fait la bonne chose, remis les gaz, sécurité des passagers. Ils ont trié des patates. Ils sont repartis sur une approche, ils se sont posés sur la 27 droite, intelligent d'avoir changé de piste, c'est malin, très bien, et ça s'est passé sans nouvel accident. In fine, aucune anomalie sur l'avion, un souci de coordination qui n'a pas de suite été détecté par l'équipage, analyse la situation sans avoir perçu les actions antagonistes sur les commandes et la désynchronisation des chaînes de commandes. Donc ça c'est un point important quand même à noter, voilà, ça prouve qu'il n'avait pas beaucoup de lucidité par rapport aux événements. Encore une fois, félicitations à eux d'avoir remis les gaz. Ça s'est bien passé, posé, pas cassé. Je pense que le compte-rendu du bureau enquête-analyse qui vont nous sortir dans quelques mois ou quelques années sera extrêmement intéressant. Nous pourrons le creuser plus en détail. Au final, nous avons parlé culture juste. Nous avons tous appris grâce à cet événement sur l'importance de la répartition des rôles. Et ça marche en voiture aussi. Ça marche en avion léger. Vous allez faire du ski nautique. Qui fait quoi sur le bateau? Voilà, c'est la même chose. C'est très très important. Nous avons parlé de la crédibilité, du danger de la communication des médias. Ce que je vous propose, eh bien, on va calmer un peu le ton. Et Laurence, elle va nous parler un petit peu d'Air France. C'est en août 1933, avant même la création de l'armée de l'air française, qu'est officiellement née notre compagnie nationale. En 2022, Air France est plus de 240 avions et 44 000 passionnés qui se lèvent chaque matin pour permettre aux Français de profiter de leur liberté et de les relier au reste du monde. Plus de 200 destinations accessibles grâce à l'A350, l'Airbus 330, le 787, sans oublier le 777 dont nous avons déjà parlé, et les courts courriers avec le tout nouveau A220, la famille des A320 et les 737 de Transavia. Air France trouve ses racines dans la CGT. Non, pas celle-là, mais la Compagnie Générale des Transports créée en 1909 qui exploitait des dirigeables et hydroaéroplanes. Certains des meilleurs aviateurs au monde y ont travaillé. De Mermoz, inspecteur général de la compagnie, disparu le 7 décembre 1936 aux commandes de la Croix du Sud, à Thomas Pesquet qui a récemment troqué le commandement de l'ISS pour une place droite en ligne. Les avions Boeing sont présents aussi à Air France depuis 1956. Initialement avec des 707 exploités sur le Paris-New York justement, puis 727, 747 et j'en passe, depuis 1998 le 777 et enfin plus récemment le 787. Mais une chose est sûre, que cela soit en Airbus ou en Boeing, et bien que dirigé par un Canadien, Air France et son hippocampe ailé vous font voyager à la française parfaitement aligné à sa devise « France ici in the air ». Très belle devise que pour Air France. Ben Smith, eh bien, j'ai eu la chance de le rencontrer alors que moi j'étais chez Air Canada et lui aussi lors d'un roadshow, comme on dit, du upper management d'Air Canada qui était venu nous voir au salon la salle des congrès de Toronto. Très bon souvenir, très agressif dans son parler d'un point de vue business, c'était très intéressant. L'idée avec laquelle je vais vous laisser, c'est que le BEA, les équipages,
tout ça, toutes ces vidéos, ça n'a qu'un seul objectif, c'est la culture de sécurité, la sécurité pour les passagers, pour l'impact que pourrait avoir un accident sur la vie des familles des passagers, des équipages, PNT, PNC, des contrôleurs aériens. La sécurité est la raison d'être et l'objectif numéro 1 dans l'aviation commerciale. Soyez-en persuadés, prenez du recul par rapport aux buzz qui peuvent sortir, toutes les informations, ça part dans tous les sens dans les médias. On prend du recul. Air France 011, posé, pas cassé. L'industrie a pris des choses et va continuer à prendre des choses suite à cet accident. Peut-être que des procédures vont changer. Dans tous les cas, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je trouve que c'est absolument passionnant d'avoir une industrie qui apprend autant de ses erreurs et surtout qui communique. Quelle est la dernière fois où vous avez entendu parler d'une erreur dans le domaine médical? Voilà. Je vous laisse regarder les statistiques, hein. On en avait déjà parlé, mais c'est une très grosse cause, les erreurs médicales, de décès dans beaucoup de pays, bien plus que l'aviation. J'ai rien contre le médical, mais voilà, c'est une industrie qui est extrêmement ouverte sur ses erreurs et qui les partage, et dans certains cas, ça fait peut-être plus de bruit que ça ne devrait. Mais continuons d'apprendre, et d'ici là, fly safe.